Robert Edeker, vous êtes philosophe et je vais vous poser d'abord une première question qui est habituelle dans la série Regard sur le sport. D'abord concernant votre rapport personnel au sport, à la fois en tant que pratiquant, actuel ou passé, et en tant que spectateur. Pratiquant jadis, c'est dans le passé. Je crois que c'était que j'étais en même temps un sauvageon du sport et un sauvageon de la philosophie. Alors, sauvageon de la philosophie, ça ne m'intéresse pas ici, mais sauvageon du sport, je peux m'expliquer un petit peu. D'un côté, oui, j'ai fait du sport dans les institutions officielles, un petit peu de football, un petit peu de rugby, mais surtout, ce qui me passionnait, c'est le cyclisme, que j'ai pratiqué pendant plusieurs années dans une petite équipe du Midi de la France. Voilà. En faisant des petites courses de village, les kermesses, et lors des fêtes locales. J'aimais beaucoup ça. Peut-être aurais-je l'occasion de dire pourquoi j'ai arrêté tout à l'heure. Sauvageon, parce que en même temps, j'ai fait beaucoup de sport tout seul, loin de tout. Beaucoup de cross-country à travers les champs et les bois, puisque j'ai passé l'enfance et l'adolescence vraiment très à la campagne. Sauvageon, alors là je vais réunir sauvageon finalement du sport et de la philosophie, je vais réunir les deux pour dire que lors de très longues sorties à bicyclette, où je m'arrachais les tripes, vraiment, ou de très longs cross-country à pied, où je m'arrachais les tripes, je me récitais pour accompagner ça, comme certains coureurs se récitent des chansons pour tenir le coup. Eh bien, je me récitais du Spinoza, du Descartes, du Michel Foucault, du Jean-François Lyotard, et j'ai appris, à travers cette pratique qui peut paraître très bizarre, j'ai appris beaucoup de philosophie et un rapport entre la philosophie et le corps en étant un sauvageon. Vous dites que le sport est le phénomène sociologique le plus important du XXe siècle. Et en même temps, ce qui pourrait paraître paradoxal, vous dites que le sport est un impensé, un incritiqué. Comment penser cela en même temps? Non seulement c'est un impensé et un incritiqué, mais c'est peut-être aussi presque un crime de critiquer le sport. C'est quelque chose qui vous classe du côté des mauvais, des méchants ou des grincheux, voire des anti-contemporains, des anti-modernes. Donc c'est un classement qui vous déclasse, de critiquer le sport. C'est un classement qui vous déclasse dans la société. Vous critiquez le sport, on ne comprend pas très bien. Qu'avez-vous à critiquer le sport? Donc c'est pas seulement un impensé, je crois que c'est aussi un tabou. C'est un impensé parce que c'est un tabou. Mais phénomène central, pas marginal, peut-être arrivera-t-il dans 3 siècles, 4 siècles, que les historiens de ce lointain futur appelleront notre époque le siècle ou les siècles du sport, comme on parle, ils appelleront les siècles du sport avec consternation, j'en suis persuadé. Comme on parle du siècle des Lumières, du romantisme, voilà, c'est quand même le phénomène le plus... Mettons-nous sur une autre planète, mettons-nous sur Mars, regardons la Terre, et on voit toute la Terre s'amuser, faire des courses, s'amuser sérieusement, nous reviendrons là-dessus, faire des courses à pied, des courses de bicyclette, des jeux de ballon. Ce n'était pas le cas il y a 3 siècles, ce ne sera pas le cas probablement 3 siècles après. Imaginons une conversation au Café du Commerce en 1890. Aujourd'hui, aller au Café des Sports, au Café du Commerce, on va commenter les matchs de football, les arrivées du Tour de France, mais en 1890, non, on ne parlait pas de ça. Et cette emprise sportive, elle est remarquable d'abord par cette addiction du tout à chacun au qui va gagner. C'est Michel Serres qui insiste sur ce qui va gagner, qui est devenu la question dominante dans le sport en particulier. Oui, alors l'emprise, c'est, avant que ce soit la question qui va gagner, c'est l'emprise sur les corps et sur les esprits.
Nous parlions il y a 2 minutes du café du commerce. La plupart des conversations dans les lieux publics roulent sur le sport et sur les résultats sportifs, du football, du rugby, etc. Donc c'est emprise sur les âmes, mais sur la convivialité, puisque c'est le sujet de conversation. Emprise sur les corps. Chacun fait du sport, va aller faire du fitness. Enfin, il y a le modèle sportif qui prend les corps. Et qui va gagner? Bon, alors, est-ce que qui va gagner? Ça résume l'emprise du sport. J'ai été frappé ce matin en lisant le journal L'Équipe. Ceci, l'Union cycliste internationale s'apprête à déclasser Marco Pantani, après avoir déclassé Lance Armstrong, Floyd Landis, Alberto Contador aussi, il y a 2 ans. Donc, alors finalement, est-ce que l'important, c'est qui va gagner? Pas sûr, puisque c'est pas important que Pantani ait gagné. Ça aurait pu être un autre. Il y a dans le sport une interchangeabilité des vainqueurs. Regardez la Coupe d'Europe, la Champions League de football, ce sont finalement toujours les mêmes clubs, les plus riches. Alors, est-ce important qui va gagner? Alors, j'en suis moins sûr, voyez-vous, que Michel Serres. Je crois que l'enjeu, c'est autre chose. Cette emprise sportive, ce n'est pas qui va gagner, c'est insuffler le plus fortement possible, de manière capillaire, à la fois dans la société, dans l'esprit et dans les corps de chacun d'entre nous, le tropisme à la compétition et à la performance. C'est plutôt ça qui va gagner. Au fond, ce qui est important, c'est qu'il y ait des compétitions, que la vie soit compétition, que l'existence sociale soit compétition, et que ce soit axé sur la notion de performance. Mais qui dit performance dit évaluation. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que l'évaluation? L'évaluation, c'est, on pourrait dire, c'est quelque chose de très bien, c'est le classement, c'est fait pour que tout le monde s'améliore, c'est suivant le bon sens, mais enfin, pas du tout. L'évaluation dont le sport donne le paradigme, c'est plus du tout ça. L'évaluation, c'est avant tout l'humiliation. On évalue pour humilier. On évalue par sadisme. Vous voyez, donc il me semble que l'enjeu n'est pas simplement qui va gagner. Il y a d'autres notions qu'il faut articuler pour comprendre ce que c'est que l'emprise sportive. L'emprise sportive diffuse l'impératif de l'évaluation qui, dans les sociétés actuelles, organise l'humiliation de chacun. On va revenir à la rivalité qui est au cœur de tout cela, mais d'abord, vous associez de très près le sport et la guerre. Vous parlez d'une institution déguisée de la guerre euphémisée. J'aimerais qu'on s'arrête à ce lien. Rien, dites-vous, je vous cite, rien ne ressemble plus à la guerre que le sport. Alors, c'est Ronald Reagan qui a dit ça. Ah bah alors, très bien. Alors comment-on cette phrase? C'est Ronald Reagan qui a eu cette formule. Ça ne signifie pas que le sport, ce soit la guerre euphémisée. Ça signifie que c'est vraiment la guerre. Là, c'est autre chose. Parce que l'euphémisation, ce serait plutôt la théorie de l'affaiblissement de la violence par le processus de civilisation. Enfin, vous connaissez. Elias. Voilà, au cours des siècles. Théorie assez contestable. Mais l'assimilation entre le sport et la guerre, c'est-à-dire que finalement, dans le sport, il y a pas seulement l'affrontement entre les nations, affrontement total entre les nations. Il ne faut pas regarder la guerre uniquement comme ça, du point de vue du général. C'est-à-dire, le général dira, oui, c'est l'affrontement entre deux armées, l'affrontement entre deux nations, mais il faut plonger
au cœur de la bataille. On peut le faire, par exemple, avec un auteur comme Jünger, Ernst Jünger, grand témoin de la guerre de 14, et ce dont il nous parle, c'est l'affrontement guerrier entre les hommes, entre les individus, parce que la guerre, c'est ça, c'est pas l'affaire du général. Et dans le sport, dans un match de football ou de rugby, puisque nous voyons à l'écran les All Blacks, je pense, oui, ce sont les All Blacks, il se passe la même chose. Récemment, un ancien grand joueur de rugby m'a dit ceci, et alors ça va éclairer complètement le propos que je viens de tenir. Quand je tapais une chandelle, le mec en face, j'avais envie de le tuer. Le mec en face qui allait me disputer, j'avais envie de le tuer. Bon, dans les tranchées de 14, au moment de l'assaut, c'est ça. Voilà. Donc il me semble que dans la compétition sportive, nous parlions là de matchs de rugby, l'état psychologique, c'est le même que entre individus, hein, c'est le même que celui de la guerre. D'où le propos de Reagan, je crois qu'il touche très juste, et ça n'a rien à voir avec l'euphémisation. Je crois qu'il veut montrer que la violence extrême, elle est là, hein, c'est la même que celle sur le champ de bataille. Donc il ne veut pas dire qu'elle soit moindre. Ce qui est important, c'est que vous ne dites pas ce que l'on dit, ce qu'on peut dire assez couramment, c'est que le sport, ça sert à faire la guerre, de montrer que les activités sportives et les activités militaires se sont développées de pair. Là, vous allez plus loin, c'est-à-dire que vous parlez même de l'essence du sport comme tel, aurait quelque chose à voir avec la guerre. Oui, c'est pas... Alors, ça a été pensé, la gymnastique au début du XXe siècle a été pensée comme, après la défaite de 70, on a vu que... les armées prussiennes, en 70, étaient beaucoup mieux préparées parce qu'il y avait toute la gymnastique allemande derrière. Bon, et en France, nous avons eu l'idée, oui, il fallait du sport, il fallait de la gymnastique pour préparer l'armée. Et évidemment, cela, c'est vrai. Mais je crois que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire, nous n'avons pas à faire une analogie, nous avons affaire à la même chose. Quand ça pose un certain nombre de questions, je dirais, anthropologiques fondamentales, par exemple concernant la rivalité. Peut-on considérer que la rivalité, et de la rivalité allons à la compétition, cela soit consubstantiel à l'espèce, comme certains le soutiennent? Quel est votre avis sur cette question? Non. Alors oui, d'abord, ce que nous disions il y a une minute sur la guerre, c'est que nous avons affaire au XXe siècle à ce qui a été appelé la brutalisation de l'homme. Bon, au moins de l'homme européen, mais qu'est-ce que le sport sinon l'européanisation de toute la planète, l'occidentalisation de, si vous voulez, de toute la planète. Si on faisait une théorie ou si on revenait à Husserl, je crois que le destin de l'Europe, l'Europe devenant planète, ça passe par le sport. Et que, contrairement à ce qu'on dit en général, sur la mondialisation, dans la mesure où la Chine, probablement un jour l'Iran, les États du Golfe Persique, les États maghrébins ou africains entrent dans le système compétitif du sport spectacle, du sport de très haut niveau, ils entrent dans j'allais dire les valeurs, mais ce sont des antivaleurs, voyons ce mot par commodité, dans les valeurs qui sont celles de l'Occident. Sans doute est-ce là le mauvais côté de l'Europe et le mauvais côté de l'Occident, c'est-à-dire le mauvais côté de ce qui a été libéré par la révolution des temps modernes à partir du XVIIe siècle. Descartes doit rendre comme maître et possesseur de la nature, surtout, ce qui est l'essence du capital,
l'infinitisation, la haine de la limite. C'est cela que l'Europe a libéré, que l'État moderne a libéré. Et c'est cela dont le sport est à la fois comme ça, le catéchisme et la réalité vécue. Et tant dans la mesure où les civilisations extra-européennes entrent dans le système sportif, elles adoptent à la longue ce que l'Europe a créé au moment de la révolution des temps modernes. Si vous voulez, ça peut être l'Iran s'intéresse au football. Mais quand l'Iran entrera dans le jeu de la compétition, vous me direz, ce sera une bonne nouvelle. Sait-on jamais. Mais quand l'Iran entrera dans le jeu de la compétition, Coupe du monde de football, etc., très sérieusement, et adoptera les, entre guillemets, valeurs sportives qui sont à l'origine des valeurs européennes modernes du XVIIe siècle, eh bien, l'Iran s'européanisera, s'occidentalisera. Je ne crois pas que nous assistons à la défaite de l'Occident, mais, alors sans doute est-ce là pour le pire, avec le sport, la mondialisation du sport, nous assistons au triomphe de l'Occident par la conversion de toutes les autres ères civilisationnelles à ce que l'Occident a inventé au XVIIe siècle avec la modernité. Le problème, c'est de s'entendre sur l'essence de l'Occident. Oui. Mais oui, en fait, ça est un des aspects. Voilà. Hein, si vous voulez. Bien sûr. Et non, parce que le mauvais côté, je dirais même que c'est son mauvais côté. La face sombre. Non, parce que quand on parle de rivalité, de compétition, enfin la rivalité et les compétitions, c'est pas tout à fait la même chose, mais les ethnologues, par exemple Lévi-Strauss ou Pierre Classe, ont très bien montré que, par exemple en Amérique du Sud, chez les Amérindiens, il y a bien des formes de jeu qui peuvent fonctionner sur des manières de rivalité, mais qui ne sont pas des compétitions et qui ne conduisent pas à des évaluations, disons, au terme de cette compétition. Oui, clastre la guerre contre l'État, enfin, empêchant, sans que ce soit une finalité consciente, l'émergence d'un pouvoir étatique. Dans l'agone ou la rivalité qui est apparemment consubstantielle à l'existence humaine, il n'y a pas nécessairement mesure, évaluation, classement, mémoire de ce classement. Il n'y a pas le fanatisme du chiffre qui est propre au sport. Mais enfin, s'il est propre au sport, je crois que ce fanatisme du chiffre, c'est d'abord le capital, hein, si vous voulez. Bon, et ça s'articule, enfin, la naissance du sport en Angleterre, au début du XIXe siècle, c'est au moment de la révolution industrielle et au moment où le capitalisme a vraiment pris son essor et part à la conquête, pour combien de temps on ne sait pas, mais part à la conquête de la planète entière. Puis n'oublions pas que chez les Grecs, par exemple, l'agone, la rivalité, ça va de pair avec la philia, c'est-à-dire que l'amitié suppose aussi une sorte de rivalité, d'émulation entre les amis. Oui, dans une équipe de football, dans le sport-spectacle, il ne peut pas y avoir d'amis. Paul Lyonnais a très bien, dans ses livres sur le sport, Paul Lyonnais a très bien montré que tous les joueurs d'une équipe de football sont certes solidaires en tant qu'équipe, mais sont tous rivaux à mort entre eux, parce que le public ne donnera sa faveur qu'à 2 ou 3 d'entre eux. Dire que la compétition n'est pas la compétition entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou l'FC Barcelone, c'est la compétition entre les joueurs dans chaque équipe pour être l'un des 2 ou 3 que planétairement le public élira. Et alors, vous deviendrez à la fois une idole et un milliardaire. Est-ce que vous croyez que les dérives sportives sont à rapporter à une sorte d'oubli, je dirais les dérives sportives à travers les institutions sportives, hein, précisons les choses, est-ce que ça serait lié
à l'oubli, au fond, du jeu dans sa forme première, comme confrontation spontanée, comme rivalité spontanée? On peut penser qu'une institution comme l'Église catholique n'a pu exister, et c'est un catholique pratiquant qui vous dit ça, bon, n'a pu exister et n'a pu perdurer dans le temps que parce que elle a dû faire oublier le message de départ. Bon. Et qu'à chaque instant, elle doit faire oublier à chaque croyant la foi qui est débordante. Au fond, l'institution est là pour canaliser, et cette canalisation suppose un oubli organisé. Je suis persuadé que dans le sport, cette structure-là se répète. Au fond, pourquoi, lorsque nous sommes enfants ou adolescents, pourquoi aimons-nous le sport? Bon, d'abord, enfin, il y a plusieurs explications. D'abord parce que le sport donne un sentiment d'immensité. Voilà. Parce qu'il est anti-égologique, tant qu'il n'est pas institutionnalisé. C'est-à-dire, finalement, ça n'est pas le culte du moi, hein, comme le fera le sport commercial avec voilà, le culte de la personnalité du sportif. Bon, ce n'est pas le culte du moi, c'est quelque chose qui existe dans l'instant, et puis une sorte de... Oui, on peut parler de mystique, une sorte de communion avec les éléments, oui, de sentiment d'immensité. C'est une idée que je reprends chez un philosophe qui s'appelle Le Lanou. Bon, c'est pour ce sentiment d'immensité que nous pratiquons du sport dans la jeunesse. Bon, c'est aussi pour le jeu. Le jeu qui est la liberté. Et les institutions sportives détruisent cela. Parce que le jeu, finalement, c'est dangereux pour le sport organisé. Même, je me souviens d'un joueur, des joueurs de rugby comme Joe Mazzo, des choses comme des gens comme ça. Les institutions les regardaient, ils ont des fantaisies pendant les matchs de rugby, c'est très dangereux, il faut que ce soit... voilà. Et le sentiment d'immensité, c'est très dangereux aussi. On préfère organiser c'est-à-dire tout ramener au moi. On préfère organiser le culte du moi, puis le culte de la vedette. Hein. Voilà, vous êtes avant-centre, ça c'est votre poste, mais le jeu, non. Le jeu, vous débordez ce poste-là. Alors, tout à fait au début, vous posiez une question sur ma pratique personnelle. Et alors, maintenant, je peux apporter une précision. Je vous parlais de Sauvageon, une précision de Sauvageon. Voilà, lorsque j'étais étudiant en philosophie, tous les samedis matins, pendant 3 ans, oui, ça durait 3 ans, je participais à un match de football entre universitaires, étudiants, qui était à la fois tout à fait réglé, mais tout à fait institutionnel. Nous n'avions même pas d'arbitre. Nous n'avions pas d'arbitre. C'était sur un terrain de la cité Daniel Fauché à Toulouse, où aujourd'hui, je crois, il y a le Casino Barrière. Et nous nous retrouvions là. Voilà, 11 contre 11. Mais les postes n'étaient pas fixes. Voilà, on variait, on faisait ça à la fois avec sérieux, mais ce n'était pas le sérieux institutionnel, quoique la 3F aurait bien aimé cadrer ça, mettre un nom sur les équipes, mettre un arbitre avec un chronomètre, mais non. Bon, quand il y avait des fautes, des brutalités,
il y avait des fautes, des brutalités, il y avait les sanctions que donnent les arbitres, mais finalement, nous les donnions nous-mêmes. C'est être un sauvageon, je crois, un sauvageon dans le sport. C'est le jeu, mais c'est l'antisport. Là, nous sommes dans le jeu antisport. L'institution ne peut pas supporter qu'il n'y ait pas d'arbitre, que les équipes ne soient pas déclarées à la 3F. Voilà. Donc finalement, ce qui a été perdu, si je vous suis bien, c'est l'aspect presque dérisoire du sport. Oui, dérisoire. Il faut que le sport soit dérisoire. Parce que, bon, en fait, à quoi assistons-nous? Le sport, c'est central dans nos sociétés. D'abord, ce n'est pas un divertissement. Pourquoi ce n'est pas un divertissement? Parce que le sport dit à chacun de nous ce que nous devons être. Le sport rappelle à chaque instant, à chacun de nous, ce que c'est qu'un homme contemporain, à quoi il doit être ordonné, pourquoi il doit vivre. Alors la réponse, nous avons déjà parlé, c'est pour être compétitif, etc. Donc ce n'est pas un divertissement. Chez Pascal, le divertissement pascalien, c'est l'oubli au fond. C'est pour oublier sa condition. Donc c'est un éloignement de sa condition. Mais le sport, ce n'est pas pour oublier sa condition, c'est pour y ramener. Pour ramener à chaque instant à ceci, voilà ce que vous devez être. Bon, pour ça que j'ai parlé de la corde de la chèvre de M. Seguin. Bon, alors donc ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas dérisoire, c'est central. Or, à mes yeux, en effet, oui, sans doute au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, le sport c'était dérisoire. C'était dérisoire. Dans les journaux, il y avait quelques entrefilés sur les premiers résultats sportifs dans l'histoire du sport. Oui, dans certaines classes sociales, on regardait encore le sport de haut en estimant que c'était dérisoire. Mais je crois en même temps que si l'on regarde le sport comme quelque chose de dérisoire, on peut à la fois prendre du recul, le considérer dans sa vérité et le remettre à sa place. Donc vous avez souligné les rapports essentiels du sport et de la guerre. On pourrait aller plus loin et montrer que le sport s'est assez remarquablement adapté à tous les régimes politiques, et en particulier, on le sait bien, au grand totalitarisme du XXe siècle, que ce soit le totalitarisme fasciste ou le totalitarisme stalinien. Quelles leçons on peut tirer de cela? Oui, quand on remonte aux origines du sport, début du XXe siècle, quand on lit Pierre de Coubertin et d'autres, on voit bien que ces gens-là ne sont pas... Et donc l'idée qu'ils se font du sport, que ce n'est pas incompatible avec les totalitarismes qui allaient naître. Bon. Et je ne veux choquer personne, parce que c'est quelque chose qui n'est pas souvent rappelé. Pierre de Coubertin a manifesté à plusieurs reprises sa sympathie pour Hitler. Bon. Après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de dénazification du Comité international olympique. Et des gens qui étaient des admirateurs du nazisme ont continué à avoir des postes très élevés dans le CIO. Alors, mais c'était une question de compatibilité, et fascisme, nazisme, stalinisme ont pu utiliser le sport parce qu'il était compatible avec leur idéologie. Mais je ne crois pas, comme Jean-Marie Braun, etc., que le sport soit fasciste. Je pense que c'est autre chose. Donc il y avait comme ça cette compatibilité. On sait très bien que la RDA a utilisé le sport, d'abord comme une arme de guerre, comme une arme diplomatique, dans les années comme ça, 70, c'était un régime post-stalinien. La RDA, un régime tout à fait déplaisant. Bon.
Mais je crois que la vérité est différente. Ces régimes ont utilisé le sport, mais à la fin, il me semble que c'est le sport qui les a utilisés pour répandre planétairement son idéologie. Et le fascisme, nazisme et stalinisme sont morts. Le sport est toujours là, avec la même idéologie que sous le fascisme, le stalinisme et le nazisme. Et ce n'est pas une idéologie fasciste, hein, c'est l'idéologie, en quelque sorte, comme ça, du capitalisme absolu, j'aime pas dire ou du libéralisme absolu, c'est-à-dire l'idéologie de la guerre de tous contre tous, ou de chacun contre chacun, de la loi du plus fort, la légitimation de la tricherie, très important, la légitimation de la tricherie. Tant que vous n'êtes pas pris, eh bien, vous avez bien fait, hein, c'est ça. La performance, bon, et ça, c'est plutôt proche de l'essence du capitalisme que de celui du fascisme ou du nazisme, hein, si vous voulez. Et l'autre chose, l'autre grande différence, il me semble, c'est que dans le fascisme et le nazisme, le sport était la production d'un collectif. C'est-à-dire, on produisait, servait à produire un être collectif. Voilà. L'Allemagne de la RDA, c'est frappant, c'est ça. C'est-à-dire, le sport produit un peuple qui est un être collectif. Alors qu'aujourd'hui, ce qui reste du sport, c'est la production d'individus. Pourquoi devez-vous faire du sport ? Pour vous produire comme être en pleine santé, avec un corps sain dans un esprit sain, enfin des choses comme ça. Pourquoi les salles de fitness, si vous voulez. Et le phénomène de la vedette sportive aujourd'hui, qui est donc très différent de la star sportive, qui est très différent de la vedette d'il y a 4-5 décennies, c'est le football a produit tel et tel individu. Donc on est loin du fascisme et du nazisme. On est loin des totalitarismes du XXe siècle. C'est-à-dire que le sport ne sert plus un régime particulier, c'est clair, mais parfois à lui seul, il paraît, sinon relevé d'un totalitarisme, il est à lui seul totalisant. Enfin, c'est une sorte d'idéologie totalisante. Oui. Et cette idéologie totalisante qui est au service de l'économie, qui sert des impératifs productivistes. Voilà. Parce que, bon, il est délicat, difficile de dire que le sport soit un totalitarisme. Pourtant, il nous fait vivre dans un univers qui a quelque chose de totalitaire, dans la mesure où on ne peut pas lui échapper. Vous ne pouvez pas ignorer qui est Lionel Messi ou qui est Lance Armstrong. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir sous les yeux des résultats de football ou d'hockey sur glace, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vivre sans que des gens autour de vous vous en parlent, ou sans que les métaphores sportives, sous la forme d'injonctions, vous atteignent dans la bouche d'hommes politiques, de chefs d'entreprise, en faisant mes courses récemment dans un supermarché, j'ai eu la chance de tomber sur un cadre qui parlait à ses chefs de rayon. Mais alors, comment leur parlait-il ? Mais comme dans les vestiaires, parce que j'ai connu les vestiaires de football et de rugby, mais comme dans les vestiaires, l'entraîneur, le coach, comme on dit aujourd'hui, parle aux joueurs. On voit le débordement du modèle sportif dans tous les domaines de l'existence. Et alors que leur disait-il à ces vendeurs ce cadre ? D'abord, c'était très sadique. Si vous n'atteignez pas tel chiffre, c'est fini pour vous. Je tendais l'oreille. Si vous n'atteignez pas tel chiffre, c'est fini pour vous. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous n'atteignez pas tel chiffre ? Comment vous allez faire pour l'atteindre ? Vous serez obligé d'être malhonnête. Vous serez obligé de tricher. Donc, c'est quand même une incitation à la malhonnêteté. Mais je réfléchis, dans les vestiaires, c'est exactement ce qui se passait.
hein, si vous voulez. Alors, je n'appelle pas ça totalitarisme, appelons ça plutôt vie totalitaire. Hein, pas totalitarisme parce qu'il n'y a pas un gouvernement quelque part qui impose, il n'y a pas des goulags pour ceux qui seraient rétifs au sport, bon, il n'y a pas la police totalitaire, il n'y a pas l'armée totalitaire, mais il y a une ambiance, si vous voulez, totalitaire, où on pourrait le regarder d'une façon différente. Mais on pourrait dire que finalement, aujourd'hui, le sport structure les imaginaires comme au Moyen-Âge le faisait la religion. Voilà, qui était pas un totalitarisme. Enfin, la chrétienté médiévale, c'est pas un totalitarisme. Et puis le Moyen-Âge, c'est pas non plus ce qu'on en dit en général. Il y a des périodes de lumière, etc. Bon. Mais l'existence quotidienne était imprégnée de religion de la première à la dernière heure du jour. Voilà, structuration des imaginaires. J'ai l'impression qu'aujourd'hui le sport joue ce rôle-là, structure les imaginaires. Ah, une grande différence, c'est que alors que la religion est construit sens et transcendance, et ordonne l'existence de chacun à quelque chose qui le dépasse, et même à la longue durée, le sport structure l'imaginaire avec du vide. Finalement, bon, quand certains auteurs disent que le sport c'est une néo-religion, il faut faire très attention. D'ailleurs, on peut dire journalistiquement que le sport, c'est de la religion, mais quand on analyse les choses avec un peu plus de finesse, il y a la différence entre le sens et le vide. C'est-à-dire entre ce que pouvait donner aux hommes du Moyen-Âge la religion, c'est-à-dire l'espérance, et ce que peut donner le sport, le spectacle sportif, rien. Donc c'est intéressant, c'est à la fois de mettre en relation le phénomène sportif dans sa forme contemporaine et peut-être la fin, entre guillemets, du politique, parce qu'il y a un triomphe de l'économie, de l'économisme dont le sport est un symbole, et puis du post-religieux, parce qu'il y a tout de même dans le sport des formes de religiosité nouvelles, sans dire que le sport est une nouvelle religion. Il y a des formes de religiosité, il y a des formes de superstition nouvelles. Ces images, par exemple, là, sont assez significatives. Oui. Le crucifix sur fond de filet de football. Oui, et quand le vainqueur de la Coupe du Monde de football ou d'autres coupes lève la coupe, ça, il y a une ovation généralisée, c'est un geste sacerdotal. Cette Coupe de France ou Coupe du Monde, la Coupe Jules Rimet, bon, et dans ce cas, évidemment, au-delà des spectateurs du stade, en fait, il y a au sens propre la catholicité du football, c'est-à-dire le message universel faisant comme ça une église. Mais la différence, c'est évidemment les valeurs. D'abord, c'est du TOC, et puis c'est religion TOC, et puis les valeurs que ça transporte. Et là, on revient à l'économisme ou au post-politique. D'abord, l'individualisme au mauvais sens. Quel est le mauvais sens d'individualisme ? C'est l'individualisme de masse, des choses qui ont été critiquées déjà par Marcuse, c'est-à-dire l'individualisme d'individus qui sont tous exactement les mêmes jusque dans leurs aspirations les plus profondes, mais il faut préciser, ce sont des aspirations fabriquées, parce que si c'était les mêmes dans leurs aspirations les plus profondes, spontanément, humainement les plus profondes, c'est autre chose. Bon, donc l'individualisme de masse, c'est le clonage des individus avec des aspirations fabriquées, usinées et diffusées comme ça par les multinationales du divertissement. Bon, donc c'est la catholicité
de cet individualisme de masse qui est ordonné à la production, la consommation, le culte probablement de l'argent, hein, le veau d'or. Quand on regarde l'argent qui est donné à un joueur de football, à Messi, c'est le veau d'or aussi. Une belle image d'ailleurs. Ouais, Messi, ne jouons pas sur le signifiant, mais entre à la fois une sorte de croix, un côté prédicateur, un côté grand prêtre, c'est une image qui concentre pas mal des choses que nous sommes en train de dire. Oui, mais quel est son message? Le message, c'est faites la guerre tous contre chacun et soyez en compétition permanente, recherchez la performance et comme ça vous deviendrez meilleur. Mais alors quel est le sens de meilleur aujourd'hui? Ce n'est pas l'excellence des Grecs. Ce n'est pas l'excellence des Grecs et ce n'est pas non plus devenir un honnête homme ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un de vertueux, ou bon, meilleur aujourd'hui, ça veut dire devenir le plus fort. Voilà, c'est-à-dire c'est une perversion issue, enfin, que le sport a permis et qui touche et qui touche l'éducation, l'école. Nous voulons faire éduquer, élever, faire des individus qui soient meilleurs ou nous voulons que vous deveniez les meilleurs. Mais je crois que dans ce discours, la pédagogie a perdu le sens de meilleur. C'est-à-dire, dans l'école aujourd'hui, meilleur, ça veut dire meilleur sur le marché du travail, meilleur dans la course à l'emploi, meilleur dans la course à la réussite. Avec toujours aussi cette ambiguïté qui fait partie de la grande mythologie moderne, c'est ce que disait la femme philosophe Simone Weil, hein. C'est cette articulation du quantitatif et du qualitatif, l'accroissement de la performance, l'accroissement des forces productives, chez Marx par exemple, qui produirait des sauts qualitatifs, comme si cet accroissement donnait du meilleur. On est au cœur, au fond, de la réflexion. Oui, ou René Guénon, puisque je lis un peu René Guénon, nous vivons dans... Enfin, il ne s'agit pas ici de cautionner toute la mystique de René Guénon, mais même tous les aspects de sa critique de la modernité. Mais bon, dans sa critique de la modernité, la formule du règne du quantitatif, c'est-à-dire pour lui, bien sûr, nous sommes dans une civilisation déspiritualisée et qui va à sa perte. Peut-être se trompait-il sur cet aspect-là, du fait que nous vivons sous le règne uniquement du quantitatif, et cela depuis Descartes. Bon, alors on retrouve ce règne du quantitatif dans l'économie, dans le sport, mais hélas aussi dans la pédagogie, qui a perdu le sens de ce que peut signifier meilleur. Ça nous conduit à se demander si le triomphe de l'idéologie sportive, idéologie globalisante, totalisante, est-ce que ce triomphe ne se fait pas sur les ruines, au fond, des idéologies concurrentes? Est-ce que ce n'est pas la dé-idéologisation, à certains égards, de notre vie intellectuelle, de notre vie politique, hein, qui permet le développement de cette forme d'idéologie, peut-être parfois de pacotille, mais enfin, en tout cas, extrêmement prégnante? Alors, on peut, oui, pour répondre à cette question, on peut se souvenir de 1998. Voilà. Et on peut développer comme ça une critique des intellectuels assez proche de celle qu'a produite Marc Perelman à l'époque. Bon. Que s'est-il passé à ce moment-là? Nous avons vu des intellectuels, auteurs d'œuvres brillantes dans leur domaine, écrire des éloges au football ou à des joueurs de football dans la presse, voire même au sport, absolument consternant. Le sport a permis là
à la fois une désintellectualisation des intellectuels qui se sont mis à tenir dans le langage de l'élite intellectuelle des propos qui sont au fond ceux du café du commerce. C'était une étonnante conversion. Donc, désintellectualisation des intellectuels, mais aussi désidéologisation, puisqu'il n'y avait plus aucune analyse du rôle, de la signification du sport dans nos sociétés. Alors certains vont peut-être dire, voilà qui est bien sévère, mais je revendique une double position. Quand j'ai bien le droit à l'ambiguïté ou au privilège de l'ambiguïté assumée, en ayant de l'intérêt pour le sport, y compris pour le spectacle sportif. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais au bord des routes du Tour de France et puis je ne manque que très peu de matchs de rugby ou de courses cyclistes à la télévision. Et je ne m'intéresse pas plus au football, par exemple. Ça n'a plus aucun intérêt. Et en dehors, c'est-à-dire un regard critique, bien sûr, à la fois sur soi-même, il m'arrive d'avoir honte quand je me regarde dans la glace, d'avoir été heureux de voir une course cycliste ou un match de rugby. Il m'arrive d'avoir honte. Mais je revendique ce double mouvement. Donc je ne suis pas comme certains On pourrait croire, ça m'a été dit parfois, mais vous êtes dans la haine du sport, ce n'est pas vrai du tout. J'ai envie de vous citer une phrase de Georges Canguilhem, le philosophe, qui disait « Une idéologie est une croyance qui lorgne du côté d'une science établie pour en accaparer le prestige ». Alors de quel côté de la science le sport lorgne-t-il? Bon, il y a un côté scientiste dans le sport. Voilà. Alors le côté scientiste, on le voit dans le fanatisme du médical, du physique aux sciences physiques, de la balistique, de la chimie qu'il y a dans la préparation des sportifs, et même le fanatisme de la psychologie, qui est dans la préparation des sportifs. Ça, c'est le scientisme. Le scientisme, on le voit aussi dans sa croyance aux chiffres, au classement, aux chiffres, au record. Des sportifs se différencient par rien. Un centième de seconde, le sport croit dans ce centième de seconde, mais ce centième de seconde, évidemment, il n'existe pas. Donc c'est un scientisme qui est, la croyance dans un objet scientifique inexistant. Donc je crois que le sport lorgne vers la science comme idéologie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de catéchisme sportif, avec sa théologie, même un peu sommaire, avec son prosélytisme. Oui, le prosélytisme est permanent. Le prosélytisme veut nous faire croire, c'est le prosélytisme que l'on lit dans la presse, que l'on entend lorsqu'on donne des interviews des sportifs. C'est un prosélytisme qui veut nous faire croire que le sport est le remède à tous les maux de la société. Bon. Alors, le sport comme remède au déficit de l'éducation. Mettons plus de sport à l'école, ça ira mieux à l'école. Le sport comme remède à la situation qui est celle de la jeunesse dans les cités de banlieue. Donnons-leur Zidane comme exemple, en oubliant qu'il ne peut y avoir qu'un seul Zidane. Donc le sport va remédier à cela. Évidemment, ça ne remédie à rien, puisque ça ne touche pas aux structures qui... Bon. Le sport comme remède aux difficultés psychologiques que vous pouvez avoir. Faites du sport, cela vous fera du bien. Comme M. Purgon, le poumon, le sport.
Bon, le sport comme remède aux problèmes de santé physique. Voilà, ça c'est le prosélytisme qui n'a pas honte de lui et qui est interminable. Et il y a des millions de grands et de petits prêtres qui pratiquent ce prosélytisme. On peut dire aussi que l'emprise sportive, elle est particulièrement remarquable à travers cette idéologie qui discrimine, qui classe, qui oppose et distingue les jeunes aux vieux, les hommes, les femmes, les valides et les handicapés. Donc c'est peut-être là que d'un point de vue très pratique, l'emprise de l'idéologie sportive est remarquable. Oui. Avez-vous lu ce qu'écrivent journalistes, commentateurs, ce que disent hommes politiques et certains intellectuels? Voilà. La pratique sportive des handicapés est valorisée. C'est très rassurant. Les handicapés sont comme nous. Les handicapés ont envie de devenir comme nous. Bon, mais c'est une valorisation, je trouve, qui est particulièrement perverse. Parce que finalement, un handicapé n'a droit à la dignité qu'à partir du moment où il oublie, refuse ou finalement méprise son handicap et devient comme les valides malgré son handicap, hein, d'où l'admiration pour Pistorius, qu'on peut aussi analyser comme ça sous d'autres aspects. Je trouve ce discours sur le sport handicapé particulièrement déplaisant parce que il est quelque chose qui signifie que le handicap, la souffrance du handicap, n'est pas quelque chose qui en soi est une expérience humaine fondamentale. Nous sommes dans un monde qui est incapable de comprendre ce qu'a écrit Pascal, Prière à Dieu pour le bon usage des maladies. Dire qui est incapable de comprendre qu'il y a dans la maladie quelque chose que les non-malades ne peuvent connaître. Qu'il y a dans le handicap une expérience humaine, une richesse humaine que les non-handicapés ne peuvent connaître. Donc la maladie et le handicap sont aussi des chances. C'est une certaine chance d'avoir un corps très faible par le handicap, parce que celui qui vit cela vit quelque chose auquel les autres ne peuvent accéder. Tenez, je pense à Joël Bousquet. Le poète de Carcassonne, voilà, le supplicié de Carcassonne. Le poète de Carcassonne, bon, grand écrivain de l'histoire de la littérature française, blessé pendant la guerre de 14, avec son corps détruit, son corps meurtri. Il passera toute sa vie, une longue vie, sur un lit à Carcassonne, et qui avait conscience de ce que lui apportait la singularité de cette situation-là. J'ai lu les livres de Joël Bousquet, mais il n'y a jamais eu chez lui quelque chose de comparable au discours que journalistes et politiques tiennent sur les handicapés à l'occasion des Jeux handisport. C'est-à-dire, il n'a jamais cherché à être comme quelqu'un qui peut se remuer, comme chacun d'entre nous. On peut dire, examiner ces rapports entre le sport et le corps. De prime abord, on pourrait imaginer que le sport célèbre le triomphe du corps, alors que vous dites, ce qui est un paradoxe, que le sport repose sur la haine du corps. Haine absolue du corps. Que veut un sportif ? C'est Tom Simpson que nous voyons.
qui a poussé la haine du corps, de son propre corps jusqu'au trépas. Non mais que veut un sportif? Qu'est-ce que le corps pour un sportif? Alors, c'est la matière première. Bon, sauf que cette matière première, ce qui gêne beaucoup le sportif, elle est comme Descartes, comme le dit Descartes. Descartes, c'est pas le dualisme du corps et de l'âme, mais c'est le mélange du corps et de l'âme. Donc cette matière première, elle est mélangée avec une substance dont il faut absolument se débarrasser, une substance sans doute rétive, rétive à la fabrication, l'usinage, la fabrication du corps comme machine à performance et machine à gagner. Alors, j'ai pris cette comparaison avec Descartes, mais on peut aussi le voir autrement. On peut dire, nous avons un corps qui est notre corps spontané. Alors, ça ne veut pas dire notre corps authentique. Notre corps spontané, qui est un corps faible. Et ce corps faible doit être détruit pour devenir un sportif. Vous voyez, le sportif, à chaque instant, doit faire attention à ce que le corps ne se révolte pas. Le corps spontané, je veux dire, à ce que le corps ne se comporte pas comme un émeutier, un anarchiste. Un mauvais cheval, vous dites. Le mauvais cheval d'un Platon, qui tirerait du mauvais sens ou qui aurait tout à coup des désirs. Et ce qu'il s'agit de fabriquer, c'est, je reprends une formule à Jean-François Lyotard, à qui je rends hommage là à l'instant même, c'est le corps maître. Le corps maître, alors qu'est-ce que ça veut dire maître? Bon, c'est-à-dire maîtrise, entièrement maîtrisé. Dominateur. Mais voilà, aussi dominateur. Donc contre le corps faible qui s'insurge, qui se révolte. Voilà, qui se révolte, qui se blesse. Hein, qui se blesse aux genoux, à l'épaule, au poignet pour les joueurs de tennis, qui a des désirs, qui a faim. Regardez cette image. Voilà. Cette image terrifiante de ces corps qui souffrent. Là, on voit le corps faible dominé, maîtrisé par le corps maître. Oui. Et donc cette entreprise de domestication, cette entreprise de maîtrise, c'est un processus à l'œuvre dans l'activité sportive. C'est le cœur de l'activité sportive. Vous ne pouvez pas devenir un sportif sans ça. Alors, vous ne pouvez pas devenir un sportif de haut niveau sans ce renoncement au corps, refus du corps, renoncement au corps, mais également, à un tout petit niveau, au niveau des sportifs du dimanche, c'est ce désir qui est à l'œuvre. Se construire un corps qui soit un corps maître. Et dans cette affaire, je crois que nous avons peur de nos corps. Alors c'est une peur différente de celle que l'on rencontre. Je suis un grand lecteur de Thérèse d'Avila. Donc, c'est très intéressant de croiser le rapport au corps de la mystique et du sport. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. C'est assez proche, paradoxalement. Quand on lit l'autobiographie merveilleuse de Sainte Thérèse d'Avila, dans ce livre, il est essentiellement question de son corps et de son âme. Même surtout de son corps. Bon. Et comment se débarrasser de son corps pour en avoir un autre qui permette l'envol de l'âme. Un corps transfiguré. Voilà. Il est important de faire souffrir son corps pour parvenir à autre chose. Bon, alors, ça n'est pas un corps maître que veut arriver la mystique, mais le mouvement est le même dans le sport pour arriver à un corps maître. Il y a un père du désert qui disait, c'est un apophthegme, je tue ce qui me tue.
Mais ce corps maître, il s'exprime aussi dans ce corps augmenté, qui est un élément essentiel aujourd'hui de l'idéologie sportive. Ce corps augmenté qu'a bien analysé, par exemple, Isabelle Queval, hein, avec la forme, avec tout l'impératif médico-sportif. Oui, il y a deux types de dopage, finalement. Il y a un dopage mécanique qu'Oscar Pistorius, je pense que c'est lui, qui est ici, oui. Voilà, représente parfaitement. Un dopage mécanique, alors ça peut aller de prothèses de ce type-là, mais jusqu'à des prothèses beaucoup moins visibles et beaucoup moins spectaculaires. Et un dopage médical, chimique, biologique, qui est la transformation profonde du corps pour fabriquer, dans les deux cas, donc un corps augmenté, pour fabriquer un champion. Bon, il faut savoir que le dopage n'est plus du tout le dopage artisanal que connaissait, on ne va pas remonter aux frères Pélissier, mais que connaissait par exemple Fausto Coppi, qui disait prendre la bombe et qui était persuadé que cela faisait partie de sa conscience professionnelle. Je suis un saltimbanque, je donne un spectacle et j'ai besoin de la bombe pour que le spectacle soit réussi. Ça l'a tué, cette bombe, Fausto Coppi. Bon. Mais le dopage contemporain, ce n'est pas ça du tout. C'est dans des centres spécialisés la fabrication de corps idoines à certaines compétitions, à certains exercices. C'est tout autre chose. Là, ce dopage, lorgne vers Frankenstein, mais lorgne vers, à nouveau, pour reprendre votre question de tout à l'heure, à nouveau vers la science et le scientisme. Au fond, les sportifs issus du dopage ne sont plus tout à fait, ou plus du tout, des humains comme vous et moi. Ils sont déjà d'une autre composition, ils sont déjà d'une autre race. On peut dire que le sport cherche aussi à... c'est en ce sens qu'il faut le tenir pour raciste, pas au sens habituel de raciste, mais cherche à fabriquer une autre race humaine, une sorte de race des seigneurs, sauf que ce n'est pas la race des seigneurs nazis, c'est-à-dire ce ne sont pas des SS qui vont assassiner les gens, mais ce sont quand même... donc c'est un monde à part, et une race à part qui est capable de performances physiques absolument extraordinaires, donc qui sont des seigneurs dans le domaine du physique et du biologique. Voilà ce que fabrique le dopage. Le sport apparaît, là, tel que nous en parlons, comme une forme d'eugénisme dépolitisé. Évidemment, il n'y a pas il n'y a pas de politburo, il n'y a pas d'idéologie clairement directrice, mais ça revient un peu au même. Chez Habermas, vous avez l'eugénisme libéral. C'est assez proche. C'est pas l'eugénisme... Alors, il est certain que l'eugénisme est quelque chose qui a beaucoup d'avenir dans nos sociétés. On croyait dépassé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jeté aux poubelles de l'histoire, mais on pourra choisir nos enfants, comment ils seront physiquement, ainsi de suite. Et puis, comme ce sera une demande générale, personne ne pourra s'y opposer de toute manière, puisque la science le permettra. Ça, c'est l'eugénisme libéral. Je crois que le sport a tout à fait sa place, son rôle dans cet eugénisme libéral. Avec une double décadence, à la fois des corps et des esprits, à la fois soma-facture, psycho-facture. Oui.
enfin, Soma Facture ne touche pas tout le monde. Bon. Il est frappant de remarquer que les sportifs ne parlent jamais d'esprit ou d'âme, mais ils parlent, comme de plus en plus les coachs d'entreprise, de mental. Bon. Et de mental, évidemment, un mental de loser, non. Ça serait intéressant. Quelqu'un qui aimerait perdre, si, peut-être était-ce Poulidor. De mental de gagnant. Et il y a la promotion permanente du mental de gagnant. Mais enfin, ce mental est finalement, par rapport à l'âme ou à l'esprit, ce qu'est le corps maître par rapport au corps faible, sans faire de dualisme, par rapport au corps faible dont nous parlions tout à l'heure. Ce mental travaille à empêcher que des éléments ou des forces psychiques viennent perturber l'attention vers la réussite ou vers la performance. Le mental, c'est l'âme transformée en muscle. Oui, c'est exactement cette chose. L'âme transformée en muscle, dire que la psychologie du sportif, ce qui séparait, paraît-il, d'après la philosophie, les hommes des animaux, l'esprit ou l'âme, donc que la psychologie des sportifs soit appauvrie au point que sa seule obsession, ce soit la victoire, le gain, la performance. Voilà. Alors, si cela ne concernait que le monde du sport, on pourrait croire à une aberration comique. Mais en fait, là encore, cela se diffuse dans toutes les autres activités. Ça devient un modèle. C'est un modèle. Dans l'entreprise, il faut avoir une mentalité de gagnant. Vous ne pouvez pas posséder, comme possédaient vos ancêtres, un esprit ou une âme. Vous ne pouvez pas avoir la complexité humaine. C'est une guerre aussi. Ce mental, c'est une guerre contre la complexité humaine. C'est quelque chose de... ce n'est pas anodin du tout, ce triomphe du mental. Ce n'est pas anodin du tout, cette substitution du mot mental au mot âme et au mot esprit qui était traditionnel dans nos sociétés. Et la société sportive tentaculaire, est-ce qu'elle ne tend pas vers une sorte de nouvel universalisme qui serait celui d'un corps sans souci, hein, le nègre humain, on aurait une sorte d'homme sans souci. Comment peut-on penser cette catégorie, hein, le souci qu'on emprunte à Heidegger, oui. Disons aux philosophies de l'existence, entre guillemets, ou Kierkegaard. Oui. Alors, comment peut-on penser cet homme sans souci que nous promettrait au fond la société sportive dans son achèvement? Oui, c'est un homme très différent des formes anthropologiques précédentes, qui elles-mêmes ont été différentes depuis l'Antiquité grecque, mais je crois que c'est le fond de la chose, c'est l'articulation de chacun d'entre nous avec quelque chose qui est soit du domaine de la longue durée pour certains, soit du domaine de la transcendance pour d'autres. Voilà. Le souci, c'est donc à la fois le souci pour soi, le souci pour autrui, mais finalement aussi pour le temps et pour l'histoire. Si bien, au contraire, l'homme sans souci, usiné par le sport et par les industries du divertissement, je peux citer Renaud Camus, il les appelle les industries de l'hébétude. C'est joli comme formule, une industrie de l'hébétude. La télévision, Disneyland, l'industrie de l'hébétude. Donc d'hommes
qui vivent uniquement dans le présent, devenus incapables ou inaptes, n'ayant plus accès à cela, à leur articulation à quelque chose qui est de l'ordre de la longue durée, ou même qui est d'ordre métaphysique. Donc ici, il y aurait un processus de trivialisation de la vie, oui, qui irait de pair avec une sorte de crétinisation de la vie, disons ça entre guillemets. Mais enfin, en tout cas, l'homme qui ne penserait plus qu'à la fête, on ne peut pas ne pas penser à Homo festivus. On pense à Homo festivus, on pense à Philippe Muret. Alors on voit qu'on est avec ce type d'homme très très loin. Revenons à Lévi-Strauss, revenons à Pierre Clastres ou à Malinowski. On est très très loin de l'homme des origines, de l'homme primitif, qui lui est l'homme hanté par le souci, qu'il n'est pas du tout l'individu moderne. Alors, l'individu moderne ou Homo festivus, c'est-à-dire l'homme dont tout l'imaginaire est articulé au cosmos, au rôle. C'est un imaginaire cosmique. L'individu moderne est plutôt acosmique. Bon, cela, tout le monde le sait. Et donc, il ne faut pas croire que cet Homo festivus, cet homme sans souci dont je parle, que ce soit un retour à l'homme primitif, c'est exactement, hélas, le contraire. C'est une rupture avec l'homme. Et le message que je porte là est à la fois un message désabusé, assez triste, mais c'est aussi un message humaniste, c'est-à-dire un message de valorisation de ce qu'a été l'homme jusqu'au type de société déshumanisante, négumanisante dans lequel nous sommes entrés et processus dans lequel le sport a une importance centrale. Oui, ce processus de déshumanisation, il est remarquable dans le caractère de plus en plus fragile de la séparation, au fond, du corps animal et du corps humain. Si on pose une distinction, comme le faisait d'ailleurs Heidegger, marquant très bien le fossé ontologique qui séparait le corps animal du corps humain, on pense à une réflexion d'Hannah Arendt lorsqu'elle parle de l'animal laborans et de l'homo faber, oui, celui qui est pris dans le cycle et la répétition, et l'homo faber qui produit une œuvre. Oui, dans sa magnifique lettre sur l'humanisme, Heidegger dit que le corps humain, biologique, est quelque chose d'essentiellement autre qu'un corps animal. Voilà. Ça, c'est une formule très, très intéressante qui signifie, au contraire de ce qu'ont pensé les philosophes jusqu'ici, ce qui distingue les hommes des bêtes, c'est l'âme ou c'est l'esprit. Non, dit Heidegger, c'est le corps. C'est le corps qui n'est pas le même, ce qui laisse entendre que finalement l'homme est peut-être le seul être à posséder ce qu'on appelle un corps. Que les animaux, bon, sont ce qu'ils sont, mais ne possèdent pas un corps. Elle est là, la grande idée de Heidegger. Or, nous vivons dans une époque comme ça, de telle confusion conceptuelle qu'on s'imagine que l'homme a une partie animale qu'est le corps. Voilà. Ou bien on s'imagine comme ça qu'il est tout animal. Je crois qu'avec Heidegger, et c'est quelque chose que favorise le sport. Le sport pousse dans cette direction-là. Donc je le trouve déshumanisant dans la mesure où il nie le fait que l'homme seul possède un corps. Ça, c'est la déshumanisation sportive. On peut aborder la dimension spectaculaire du sport, on en a déjà parlé, le sport spectacle. Vous avez à cet égard une formulation qui est très claire, qui a le mérite d'être sans ambiguïté. Vous dites que le sport, c'est l'anti-jeu et le jeu, c'est l'anti-sport. Voilà une formule qui peut faire du bruit. Oui. Alors d'abord, sur la notion de spectacle, il me semble que
le spectacle constitue l'enjeu politique, en philosophie politique, le plus important. C'est quelque chose que Platon avait découvert, pas seulement dans la République. Bon. Pourquoi? Parce que le spectacle, c'est finalement un triple cordage, une triple liaison. Il permet le rapport de lier chacun à lui-même, de le lier aux autres et de le lier à la cité. C'est finalement le spectacle, sous toutes ses formes, qui fait société, qui permet à une société d'exister dans la mesure où il assure la circulation d'un imaginaire commun qui est une sorte de colle. Et Saint-Augustin, dans sa critique de la théâtrique païenne, La Cité de Dieu, ce livre merveilleux de Saint-Augustin, Saint-Augustin voit aussi que le spectacle est quand même, si l'on veut penser le lien des hommes les uns aux autres, que c'est l'enjeu central. Donc ce n'est pas un hasard que le spectacle sportif ait autant d'importance à un moment de reformation anthropologique, c'est-à-dire à un moment où, alors j'allais dire une bêtise, j'allais dire l'on cherche à former, mais c'est pas l'on cherche, il n'y a pas, mais il se cherche, mettons, à un moment où il se cherche à former, fabriquer les hommes différemment, et le sport est le spectacle politique central, même si c'est dans une perspective post-politique. Alors, bon, le spectacle refuse le jeu. Alors, mais vous dites, en termes de théâtre, vous dites n'importe quoi. Le théâtre, c'est le jeu des acteurs. Non, mais c'est pas en ce sens-là que je l'entends. Le spectacle refuse le jeu comme débordement de la liberté en dehors du cadre institutionnel. Mettons que, comme la lave dans un volcan, que le jeu et le sport, on peut faire une analogie entre le volcan et la lave, et le jeu et le sport. Et le jeu, c'est ce qui est en dessous, ce qui menace d'éruption, donc ce qui finalement permet la vitalité, mais ce qu'il faut en même temps toujours contenir et sans doute toujours nier pour éviter l'explosion de l'institution. C'est-à-dire que si l'on veut jouer, il ne faut pas faire de sport. Et si l'on fait du sport, c'est que l'on ne veut plus jouer, que l'on refuse le jeu. Ça, c'est le cadre général. La vérité est plus nuancée. Pourquoi un sportif de haut niveau, soumis à des contraintes démentes, continue-t-il d'aimer un petit peu encore ce qu'il fait? C'est parce qu'il y a dessous cette lave. C'est parce que cette force du jeu est toujours présente. Ça signifie que le jeu est aussi le tabou du sport. C'est les deux, ça n'est l'énergie et le tabou. Bon, peut-être aussi comme la libido chez Freud, le rapport entre le jeu et le sport. Enfin, ça a quelque chose à voir avec le rapport, l'articulation entre libido et tabou. Parce que, bon, on pourrait dire aussi parce que le jeu a une certaine gratuité, entre guillemets, alors que le sport est pris aujourd'hui plus que jamais dans des impératifs oui. De rendement, d'efficacité, de performance. Donc la fracture, elle est aussi là. Oui, le jeu est spontané et universel. Et vous parliez tout à l'heure de l'agone.
ou de la rivalité universelle, spontanée, alors que le sport ne l'est pas. Il est spontané, gratuit, dans toutes les formes humaines connues, étudiées. Il y a le plaisir qui est le plaisir du jeu et qui a besoin de l'épine de la rivalité. Mais on reste dans l'amitié qui a besoin de cette pointe-là. Le sport, c'est autre chose. Alors nous avons vu, c'est de la politique. Ça a été souvent de la politique dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est de l'économie, c'est des marchés. En ce moment, cela aussi c'est récurrent, c'est le mercato. Voilà, l'achat et la vente de joueurs de football entre les clubs. Plus personne ne s'étonne de l'existence de ce marché abject. C'est le marché d'êtres humains. C'est-à-dire des hommes sont vendus comme de la viande, ou comme le marché aux esclaves de jadis. Alors, le fait que plus personne ne se pose de questions là-dessus, justement, pose question sur l'état de notre société. Comment peut-on supporter qu'il y ait des institutions de vente et d'achat d'êtres humains, pas pour jouer au foot? C'est-à-dire, quelle idée de l'homme y a-t-il là derrière? Et même pour les joueurs de football, quelle idée ont-ils d'eux-mêmes? Accepter d'être achetés et vendus? Vous faites une distinction très intéressante entre le culture entre la culture, ou ce qui relève de la culture, et le culturel, et même le glissement, le passage de la culture au culturel. Autant la culture reposerait sur le dissensus, sur le débat, autant le culturel est dans le consensus, dans l'absence de débat, dans l'absence, au fond, de contradiction ou de délibération. Oui, le culturel aussi est dans le spectacle qui fait consensus et qui nous éloigne de... La culture est non seulement dans le dissensus, mais aussi, je crois qu'il y a quelque chose dans la culture que notre société ne peut supporter, qui est devenu insupportable. C'est la solitude, et c'est la pensée libre ou la pensée tout court. Vous pouvez joindre les deux. La solitude, c'est Spinoza ou même Descartes aux Pays-Bas. Dans son poil. Dans son poil, voilà. Cela, c'est plus qu'insupportable, c'est impensable. Et donc, on a la confusion entre... C'est-à-dire la culture ramenée au culturel. Je vais vous donner... J'ai un autre exemple tout à fait frappant, quand même, de cette confusion. Quand même, la solitude et la pensée, c'était Rimbaud, la culture. Eh bien, la confusion entre les deux, c'est de faire de Rimbaud un personnage culturel, d'en faire des cartes postales, comme ça se fait près de Charleville, voire même de faire des festivals avec lui. Bon, alors, je crois que le sport s'intègre parfaitement au culturel, mais qu'il y a une antinomie. Le sport comme ennemi de la culture. Oui, il y a une antinomie importante, non seulement entre le sport et la culture, mais je crois entre le monde dans lequel nous entrons et la culture. Ouvrez un journal ou regardez un journal télévisé. Une place incroyable est faite au sport, mais il n'est jamais question, si nous intéressons à ça, nous connaissons tous des gens qui font civilisation, des poètes, des architectes, des dramaturges, dont sans doute le nom sera célèbre dans 3 siècles, est entièrement occulté aujourd'hui, et les vedettes du sport, dont sont les noms
remplissent les journaux seront oubliés dans 50 ans ou dans 100 ans. Si vous voulez, donc, dans cette guerre du sport contre la culture, il y a un phénomène d'usurpation. Le sport prend la place, il prend de plus en plus de place, et donc il diminue comme ça la place de la culture. Voilà pourquoi la presse ne parle-t-elle pas, ou plus, puisqu'elle le faisait autrefois, des poètes. Alors, il faudrait parler ici, ça nous permet de rejoindre ce que nous disions tout à l'heure à propos de Philippe Muret. Vous parlez d'un ludodrome, enfin, notre planète qui est devenue un lieu, au fond, de spectacle, de divertissement organisé, institué, institutionnalisé même. Là, on peut se demander quelle place pour la culture. D'abord cela. Hier, j'ai regardé, pas seulement parce que je connais bien la région, une étape du Tour de France qui allait de Bastia à Ajaccio. Bon. Et la course étant finalement peu intéressante, ou bien peu importe qui gagne, revenons sur ce qu'on a dit tout à fait au début, c'est la mise en scène du paysage qui devient, dans la représentation télévisée du Tour de France, le central. Hein? C'est surtout ça. Finalement, ce n'est plus un reportage sportif, c'est un dépliant de syndicats d'initiative pour la commune France ou Corse à destination, comme ça, du monde entier. Mais c'est une disneyisation des paysages. C'est-à-dire, on a l'impression que tout est presque aussi neuf que les choses fausses, les constructions fausses que l'on voit à Disneyland. Donc, si vous voulez, ça c'est une disneyisation, la touristification et disneyisation. On montre le paysage et les constructions comme aux États-Unis, dans certains parcs d'attractions, où il paraît que ça se fait en Chine aussi, on reconstruit les châteaux cathares, des châteaux romantiques, toutes ces choses-là. Donc ça signifie qu'à travers le sport, notre pays devient un grand parc d'attractions. Un ludodrome, non seulement pour les touristes qui viennent de l'extérieur, mais pour nous-mêmes. Nous allons nous éclater dans les montagnes du Luberon, sur les plages de Normandie ou du Pays Basque en faisant du surf, et nous voyons nos propres paysages comme ça, comme un parc d'attractions. De même que nous voyons l'histoire à travers les vestiges archéologiques qu'elle a laissés. Nous les voyons aussi comme ça, sur ce mode-là, mélangé à tout ça. Là, c'est le mélange qui fait problème. Hein, mélanger à tout ça, c'est comme ça un élément du parc d'attractions. Ludodrome, donc ça rappelle aussi, je crois, Michel Houellebecq. Je pense aussi à des remarques de Régis Debray, là, des remarques qui sont très proches de ce que vous dites, lorsqu'il parle des stades comme des flamboyances sans reste, de spasmes participatifs, d'intensité sans souvenir ni perspective. Au fond, on est assez près de ce que vous êtes en train de dire. On pourrait terminer notre conversation en parlant de l'homme adolescent. Cette adolescence, quel sens peut-on donner à ce néologisme ? Ça renvoie à quel type de réalité ? C'est l'homme qui ne veut plus grandir. Bon, alors le problème, c'est un problème que l'on rencontre chez Freud, que Freud évoque, qui ne veut plus grandir, sauf que au lieu, c'est pour ça que ce sont des psychanalystes qui ont sorti cette notion d'adolescence, sauf que au lieu d'être un cas pathologique, c'est-à-dire finalement de relever d'une certaine thérapeutique ou analyse, c'est aujourd'hui la norme. Hein, c'est-à-dire, c'est le type humain que les
industries du divertissement fabriquent, ne peut pas grandir, rester adolescent tout au long de son existence, mais ça veut dire rester dépendant, rester adolescent. Rester adolescent, ça signifie ne pas se libérer, manquer de liberté par rapport au monde imaginaire qui est celui de l'adolescence et qui doit être, que l'on doit laisser un jour ou l'autre derrière nous. Donc ce faux adolescent qui serait immature, sans gravité, sans souci. Quelqu'un qui ne peut pas choisir. Oui. Bon, quelqu'un qui ne peut pas juger. Cela est très important. De plus en plus, on entend l'injonction suivante, mais je ne juge pas, je ne veux pas juger, il ne faut pas juger. Sous-entendu, juger, ce serait dogmatique, mais ce serait méprisant pour ceux sur qui vous portez un jugement. Cela, c'est rester adolescent. C'est refuser de juger, c'est refuser de devenir adulte, c'est refuser de devenir un homme, c'est refuser la responsabilité d'être humain. Est-ce que le sport, au fond, ne relèverait pas de l'enfance? Au bon et au mauvais sens du terme. Bon, au bon sens du terme, puisque, voilà, nous avons tous fait ça. Le bon sens du terme. Quel que soit le pays de nos origines, puisque finalement, c'est... Bon, l'enfant fait du sport, mais l'institution le couvre de vêtements sportifs, mais pour lui, c'est le jeu. Il est dans le jeu, ça c'est au bon sens du terme. Au bon sens du terme, quand nous nous intéressons à des spectacles sportifs, c'est évidemment sur fond de nostalgie de l'enfance. Pourquoi la personne qui est devant vous s'intéresse aux courses cyclistes? Je crois avoir trouvé. Il y a quelques jours, je me suis souvenu que dans la dernière classe de CP, dans la dernière classe maternelle, un jour, un gamin que j'aimais bien, d'origine portugaise, il y en avait peu à l'époque, a passé une journée à dire des choses sur Faustocopie. Voilà. Et ça m'a marqué. Peut-être était-ce le jour, je crois que c'était en janvier 60, où Faustocopie est mort. Il était enterré fin 60. Donc c'est la nostalgie de l'enfance qui est, non seulement du jeu, mais aussi d'éléments de l'enfance, qui est présente dans notre intérêt pour les spectacles sportifs, mais aussi l'enfance au mauvais sens du terme, c'est-à-dire au sens où l'on reste mineur toute son existence. Et je suis assez proche de Kant là-dessus. Quand même, il s'agit de sortir de l'état de minorité, et la liberté, c'est de sortir de cet état de minorité. C'est-à-dire, on peut revenir sur le mercato dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, les joueurs, c'est pourquoi c'est scandaleux le mercato. Les joueurs de foot qui acceptent d'être vendus comme de la viande sur un mercato sont dans un état de minorité, autrement dit pré-lumière ou inhumain. Et ça, c'est le mauvais sens du sport lié à l'enfance. La minorité, si elle persiste, quand ce n'est plus l'âge de persister. Mais serions-nous, pour reprendre une expression de Renaud Camus, serions-nous des inhéritiers? Vous parlez de tous ces héritages avec lesquels on rompt cette absence, au fond, de mémoire, de continuité. Et dans quelle mesure le sport ferait, en particulier, de nous des inhéritiers? D'abord parce que le sport, c'est le contraire, je crois, de l'histoire. Voilà. Le sport, nous avons parlé tout à l'heure d'interchangeabilité, peu importe qui a gagné et quand. C'est le contraire de l'histoire, c'est l'anecdote. Bon. Et l'importance prise par le sport dans nos sociétés, je crois qu'elle se fait... Bon, c'est le contraire de l'histoire, ça signifie
c'est l'articulation au temps court, l'être humain prisonnier de l'instant, qui est dans l'instant comme dans une cage, et qui ne peut plus voir. Il y a eu beaucoup de critiques du présentisme, vous citiez Baudrillard par exemple, bon, et qui ne peut plus voir au-delà de cette cage. Le sport favorise cela. Au contraire, la culture était l'héritage dans la mesure où elle plaçait chaque être humain en face d'une longue durée, que ce soit celle de la littérature, de la philosophie, de la patrie, de la nation, de la famille. De la famille, et dans certaines familles, où on remonte jusqu'à Saint-Louis, quelque chose me frappe. Georges Politzer est mort au mois de mai 1942, au temps des cerises. Je dis au temps des cerises parce qu'il aimait la commune, les communards, fusillés par l'occupant allemand en entonnant la Marseillaise. Voilà. Donc lui, le philosophe révolutionnaire, communiste, a vraiment... Bon, et la Marseillaise, c'est la France. Donc il a articulé sa mort comme ça à une double très longue durée, c'est-à-dire mort pour la France, mais aussi mort pour certaines idées que la République représente. Je crois peut-être la génération de la Résistance a été la dernière génération à accepter de mourir en face de la longue durée, donc d'être articulé à ça. Et il me semble que la perte de la culture, c'est la perte de cette liberté-là, c'est-à-dire s'être échappé de la prison du présent.